Alors bonsoir, je suis très heureuse de vous accueillir ce soir à la 4e saison des échanges urbains. Alors, vous vous demandez peut-être pourquoi je porte des lunettes fumées. Rassurez-vous, c'est pas parce que je suis célèbre, c'est parce que j'ai eu un accident et vous préférez me voir avec des lunettes fumées que sans mes lunettes fumées. Alors, je vous accueille encore une fois avec grand plaisir. Ça fait déjà depuis 2012 qu'on a nos échanges urbains et c'est devenu un peu une occasion de partage et de discussion pour les Montréalais autour de thèmes et d'enjeux qui concernent le développement et la vision de notre chère ville de Montréal. Et je crois que le succès des années passées est bien la preuve que les Montréalais sont intéressés par ces questions qui liées à l'aménagement de leur ville et à la mise en valeur de leur ville. Alors, cette année, on s'intéresse plus particulièrement à certaines pratiques ou phénomènes qui ont des répercussions sur la façon dont on vit notre urbanité, que ce soit la mixité sociale, que ce soit l'agriculture urbaine ou encore l'affichage. Ce sont tous des sujets d'actualité et qui nous interpellent. Alors, on commence la session, la série ce soir avec un thème qui nous amène à réfléchir au développement de la ville, à la fois dans le temps et dans l'espace. Ce n'est pas un thème qui est simple, de prime abord, mais c'est un thème qui est très intéressant. C'est le thème des grands axes montréalais vus d'ensemble ou urbanisme pixelisé. C'est un titre que notre ami Dino a trouvé. Très brillant titre, simple, et je pense qu'il dit à peu près ce qu'on va discuter ce soir. Alors, on a 3 experts, 3 entrepreneurs du milieu de l'urbanisme et de l'architecture qui vont explorer cette question avec nous, et je voudrais vous les présenter et d'abord les remercier d'avoir accepté notre invitation. Alors, le premier, Joël Thibert, qui est urbaniste. Peut-être que Joël, vous devriez venir vous asseoir, comme ça on va savoir qui vous êtes. Joël Thibert, urbaniste, régionaliste, qui partage son temps entre son travail en service sur divers sujets, dont co-organisateur de Marcher la région. Je pense qu'on en a tous entendu parler. C'est une expédition annuelle de 3 jours à travers le Grand Montréal qui a débuté en 2010. Et il est aussi commissaire de l'Office de consultation publique de Montréal et c'est un amoureux de sa ville et il met à profit son expertise dans le but de valoriser Montréal. Deuxième invité, Carl Doré-Kincaid. Bonsoir, Carl. Qui a un parcours académique multidisciplinaire et une formation en sciences sociales et en urbanisme. Il a participé à la création de la coopérative de travail L'Enclume et un atelier multidisciplinaire qui œuvre à la valorisation des territoires et dont il est aujourd'hui le président. Alors, au sein de l'Enclume, il participe à de nombreux mandats de recherche historique, de planification stratégique et de design territorial, dont l'objectif repose sur une volonté d'ancrer les projets au cœur des identités locales. Il siège aussi au conseil d'administration de l'Association québécoise pour le patrimoine industriel. Et notre dernière invitée, Talia Dorsey, et non la moindre, qui œuvre dans le domaine de l'architecture depuis plus de 20 ans. Elle a obtenu sa maîtrise en architecture du MIT. Elle a d'abord travaillé aux Pays-Bas pour la firme Office for Metropolitan Architecture. Et ensuite, elle a fondé The Commons Inc., une agence de design et de consultation centrée sur le développement de solutions durables pour des projets complexes touchant notre environnement social et bâti. Alors, The Commons Inc. collabore déjà avec la Ville de Montréal, enfin toutes des institutions qu'on connaît bien, le Cirque du Soleil, le Centre culturel Impress, le groupe Aldo, la galerie SBC et bien d'autres organismes. En parallèle à sa pratique, Talia est professeure adjoint à l'Université McGill et professeure invitée à l'Université de Montréal, à Harvard et au MIT. Alors, please note that tonight's presentation will be in French and in English. And you are invited to participate to the question period in the language you prefer, and we invite you to enjoy a glass of wine in the atrium after the lecture. Alors, je laisse maintenant la parole à Dino Bombarou, qui est le directeur des politiques à Héritage Montréal, qui va nous présenter le sujet et qui va animer le débat. Dino. Merci, Madame la directrice, et bonne convalescence. Compatissons. Thank you very much for joining us tonight for this opening panel for the 4th session of the Échange Urbain, the City Talks.
Le thème de la vue d'ensemble et de l'urbanisme pixelisé, c'est un titre qu'on a retenu ensemble, notamment parce qu'il utilise avec le mot « les grands axes » 2 fois la lettre X, donc il compte beaucoup au Scrabble. Et le Scrabble, c'est un peu le défi que nous avons quand on parle d'urbanisme à Montréal. C'est comment est-ce qu'on assemble pas juste des mots un petit peu individuels, mais comment on fait des phrases, comment le territoire est ordonné, organisé. Aujourd'hui, on m'a demandé de rappeler que c'était la journée de Back to the Future, mais je tiens à insister que c'est aussi la journée nord-américaine du nacho. Et voici comment notre société s'organise aujourd'hui en petits triangles de couleurs diverses. À l'époque, c'était le zonage qui assurait ça. Maintenant, c'est l'industrie agroalimentaire de masse. Mais peut-être blague à part, le thème des grands axes montréalais, c'est aussi une évocation qu'on peut se faire. Il y a quelques jours, avec certaines personnes qui sont ici, on faisait une exploration de la gare Jean Talon jusqu'au Vieux-Port de Montréal. On a pris simplement l'axe de l'avenue du Parc, de la rue de Bleury, de la rue Saint-Pierre, et on a pu passer à travers un carottage, un échantillonnage, a sampling, as the DJ would say, of the cityscape and the history of how a city is assembled. Park Avenue today is divided between 3 or 4 boroughs, Sherbrooke Street even more, Notre-Dame, Gouin. Perhaps Gouin is not so critical in the sense that it's a bit of a picturesque street or way, but some of the streets we have in the city perhaps deserve a more consistent view. And consistent view doesn't have to equate Rue de Rivoli in Paris or some of the big avenue in Moscow under Stalin. You know, consistent view also has to handle the diversity and so on. Et c'est un peu dans cet esprit qu'on a organisé ce panel en 3 échanges, 3 présentations, et qui vont nous permettre ensuite d'explorer peut-être les raisons c'est quoi les axes identitaires, sur quoi ça repose, qu'est-ce qu'on peut faire pour maintenir ça dans la structure qu'on connaît. C'est une structure qui est divisée au point de vue administratif, mais aussi qui est complétée d'instruments comme le plan d'urbanisme. Je sais que les gens n'aiment pas lire le plan d'urbanisme à distance, mais vous le lirez sur votre table de chevet. C'est un document parfait pour ça. Mais dans le plan d'urbanisme de Montréal, qui date de 2004, il y avait cette notion de tracé fondateur qui est introduit. C'est quand même des outils un peu nouveaux. Vous savez, à Washington, ils ont identifié comme sur le National Register le plan de Washington. Il y a certaines villes où certaines avenues sont identifiées comme des objets. À Montréal, il y a quelques années, Héritage Montréal avait demandé le classement de la vue de McGill College. C'est tout petit à comparer à l'échelle de la rue Notre-Dame ou de Saint-Laurent, mais c'est des endroits où, comme cette notion de tracé fondateur qui couvre l'ensemble de l'île, on se rend compte qu'il y a une échelle qui est peut-être une échelle sur laquelle on veut aussi réfléchir collectivement. Et c'est là-dessus qu'on va peut-être lancer la discussion. Joël Thibert is the Semel man of the region, but a Montrealer also. Alors, Joël? Peut-être que les fauteuils sont très bien pour la partie échange, mais pour la partie présentation, form follows function. Come to the pulpit. Juste voir, j'arrive à trouver l'image, excusez-moi. Est-ce que c'est vous qui... OK. Ce sera pas long? Ah, faut juste changer de... J'ai trouvé l'image et on va commencer. Là, je pense qu'on est sur la mauvaise présentation. Oui, s'il vous plaît. Je vais commencer et éventuellement, il y a une image qui va apparaître qui va appuyer mon propos. Donc, merci de me recevoir. J'aime beaucoup parler de Montréal et quand on m'en donne l'occasion, je ne dis jamais non. Donc, les pèlerins de Marcher la Région et moi-même avons parcouru Montréal donc ces 5 dernières années, de long en large, d'un bout à l'autre. Puis ça, quand je dis vraiment de long en large, c'est littéralement de long en large. On est allé une année de Pointe-aux-Trembles à Brossard, donc en passant par une partie de l'île, une autre année des îles de Boucherville au bois de Saraguay, une autre année
de Sainte-Dorothée à Laval, donc à partir d'Ahuntsic jusqu'au pont Jacques-Cartier. Donc vraiment, on l'a fait plusieurs fois. Et c'est à partir de cette donnée-là, en fait, que je vais vous parler ce soir. Ce qu'on perçoit quand on traverse l'île à pied, dans des angles qui ne suivent pas nécessairement les axes patrimoniaux, les axes civiques, en fait, évidemment, on remarque la continuité et la discontinuité dans le paysage. Et ça, je pense qu'il n'y a pas de doute là-dessus. Ce n'est pas une surprise pour personne que la rue Sherbrooke, à l'est de l'autoroute 25, c'est une autre créature que la rue Sherbrooke, évidemment, en face du parc La Fontaine. Ce n'est pas la même rue, finalement. C'est essentiellement deux rues différentes qui portent le même nom. Par contre, je dirais que ce qui est le plus marquant, en fait, si je me remémore les 5 années de marche à la région, et j'ai aussi fait l'exercice de demander aux marcheurs de dessiner les parcours des différentes années de mémoire. Et donc, ce qui est le plus marquant, c'est qu'il y a des frontières où, en fait, il y a des axes qui apparaissent qui sont non pas des axes patrimoniaux ou architecturaux, mais qui sont vraiment réellement des axes sensoriels. Parce que quand on marche la ville, on l'aperçoit avec les pieds, on l'aperçoit avec nos sens. Et en fait, donc en fouillant un peu, puis en fouillant dans ma propre mémoire, dans ma propre expérience, j'ai réalisé que finalement, il y a des points d'inflexion dans la façon, dans le périple qui nous mène d'une rive à l'autre. Et par point d'inflexion, je veux dire, à un moment donné, où on arrive, et là, on se rend compte qu'on est rendu sur l'autre bassin et qu'on descend vers un autre cours d'eau. Et c'est subtil, mais pour les gens qui habitent l'île, on rentre dans une... Bon, moi, par exemple, qui est du versant sud-est de Montréal, quand j'arrive sur l'autre versant, j'ai un léger inconfort qui s'installe. Pas que je ne veux pas aller, mais pour moi, la rivière des Prairies, c'est un autre univers. C'est un cours d'eau que je ne connais pas. Et ça, je l'ai remarqué dans les différents dessins que les gens ont créés de leur périple. Et en fait, en réfléchissant, je me suis dit, finalement, c'est une frontière qu'on trace quand on voit ces différents moments, ces différents points d'inflexion. Mais cette frontière, finalement, c'est aussi un axe. L'axe que j'ai représenté ici, puis je vais vous le montrer, donc l'axe en rouge, ce que c'est essentiellement la ligne de partage des eaux. C'est le point qui se trouve à peu près à 60 mètres d'altitude et qui est continu à peu près de la rue Saint-Denis au boulevard Lacordaire. Et je vous donne en mille, c'est quoi la rue qui est à peu près exactement au centre de ça? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut s'aventurer? Presque. C'est Bellechasse. Donc, effectivement, c'est quelque part entre Rosemont et Beaubien, effectivement. Et pour ceux qui ont un peu l'image dans la tête, si vous imaginez-vous être au coin de Saint-Michel et Rosemont, vous descendez dans toutes les directions, en fait. Et finalement, il y a de ces points, en fait, où quand on se balade le long de cet axe-là, où on est toujours, finalement, à un point assez élevé, et souvent, on a des vues assez impressionnantes. Un autre exemple, c'est Rosemont et Pineuf. La vue qu'on a, en fait, on voit le Mont-Saint-Hilaire, le Mont-Saint-Bruno, il y a de ces points, donc, le long de cet axe-là, qui sont très marquants quand on le marche, parce qu'on a l'impression d'avoir une sorte de prise sur le paysage, ce qui n'est pas le cas partout à Montréal, évidemment. Et donc, je me suis concentré sur ces axes-là parce que je me suis posé la question, c'est ceux-là qui ressortent le plus. Donc, j'ai cherché et j'ai trouvé cette carte merveilleuse d'Aristide Beaugrand de Champagne, qui est l'architecte du Chalet de la Montagne, de l'intérieur du chalet, qui est aussi l'architecte de l'église, dont j'oublie toujours le nom, c'est Michel Évangéliste sur Saint-Urbain, un personnage assez intéressant de l'histoire montréalaise, qui, au début du siècle, a créé une carte qui représente le Montréal du 17e siècle, en fait. Donc, on voit il y a de nombreuses rivières. Et je trouve ça intéressant parce qu'il y a une autre frontière topographique, sensorielle, qui se trouve justement à Lacordaire. Quand on arrive, puis pour ceux qui ont un peu de l'est de Montréal, qu'on suit Beaubien, qu'on suit la Bellechasse, on arrive à ce que moi j'appelais quand j'étais petit la côte Cabrini, en fait. Donc, il y a un parc, mais il y a réellement là une espèce d'escarpement. Et en regardant historiquement, on voit que ça suit finalement une dépression, il y avait des cours d'eau. Et c'est intéressant parce qu'il y a vraiment... Puis là, en fait, vous voyez le lac qui est traversé par la ligne bleue? Bien, ce lac existe encore et c'est nul autre que Anjou-sur-le-Lac. Anjou-sur-le-Lac, c'est exactement cet endroit-là. J'ai été assez étonné de le voir, mais en fait, ça m'a fait réaliser que, donc, cette perception intuitive que j'avais, qu'il y avait des frontières topographiques sensorielles, en fait, c'est basé sur quelque chose, c'est marqué dans le paysage, parce qu'évidemment, l'urbanisme le suit. Dixon-Lacordaire, ça suit plus ou moins cet escarpement. Puis là, ça arrive dans l'espèce évidemment, de plaine plus basse, là, inondable le long du fleuve Saint-Laurent. Et donc, où je veux en venir, c'est que
ces axes, évidemment, ils ne suivent pas une rue exactement. Ce ne sont pas des axes patrimoniaux au sens architectural ou au sens que ce n'est pas des axes nécessairement fondateurs de Montréal, mais ils ont une signification à la fois historique et culturelle. Et même s'ils sont cachés, en fait, parce que, évidemment, Bellechasse, ce n'est pas une rue très glamour, on s'entend, on ne va pas vraiment se balader sur Bellechasse, mais reste que dans cet environnement, donc entre Beaubien et Bellechasse, il y a réellement une crête qu'on peut suivre. Et moi, je vais vous avouer en toute candeur que quand je viens de l'est et que je monte donc l'escarpement qui est représenté par la ligne bleue sur la carte, je sens une sorte je sens que j'arrive finalement dans la ville. Moi, j'ai grandi dans le Nouveau-Rosemont, mais après ça, je me suis beaucoup promené à l'école secondaire. Pour aller à l'école secondaire, je montais cette côte tous les jours. Et pour moi, c'était la ville qui commençait là. Parce que pour moi, ce qu'il y avait à l'est de Lacordaire, j'avais l'impression d'être dans finalement une sorte de banlieue qui faisait partie de Montréal, mais qui n'était pas réellement Montréal. Et c'est la même chose pour la ligne rouge. Quand j'ai dépassé la ligne rouge et que je descends lentement vers la rivière des Prairies, je me sens ailleurs. Et ce sentiment donc d'arriver ailleurs, je me dis qu'on peut l'exploiter d'une façon originale, d'une façon intéressante, parce que c'est vrai qu'il y a des versants. Puis je ne sais pas, si vous demandez à quelqu'un d'Annecy, qu'est-ce que ça veut dire monter Saint-Denis, ce n'est pas la même chose que pour moi. Monter Saint-Denis, pour quelqu'un qui habite sur Fleury, c'est monter Saint-Denis. Je veux dire, monter Saint-Denis, pour moi, c'est aller d'un côté. Pour cette personne-là, c'est aller de l'autre côté, parce que nécessairement, dans une ville où il y a peu de topographie, je pense que la topographie que nous avons, elle marque notre imaginaire. Et je prends l'exemple de la rue Sherbrooke, où j'habite présentement. Pour moi, qui est donc originaire de l'Est de Montréal, la rue Sherbrooke, oui, c'est un axe civique, c'est un axe qui a énormément comment dire, qui est marqué par l'histoire, par les tours du maire de Jean Drapeau, l'espèce d'édifice appartement de 50 étages, mais c'est aussi fondamentalement une frontière imaginaire entre la Basse-Ville et la Hausse-Ville. Je veux dire, on n'a pas réellement de Basse-Ville à Montréal, mais la Basse-Ville, pour moi, c'est ce qui est en bas de la côte, en fait. Et donc, dans le fond, ce que j'amène comme idée et ce que je propose, c'est qu'il y a, je pense, là, quelque chose de fertile quand on réfléchit à ce qui peut animer, par exemple, une promenade urbaine. C'est un sujet évidemment, qui est proche de certaines personnes ici. Se promener sur l'arête ou sur le dos de Montréal ou sur l'Abitibi, parce que Abitibi veut dire ligne de partage des eaux. L'Abitibi montréalaise, finalement, c'est la rue Bellechasse. Et moi, je me dis qu'il y a dans cette frontière-là, il y a aussi un axe qui vaut la peine d'être valorisé et qu'on le fasse rejaillir, qu'on le fasse ressortir. Et évidemment, ça va avec une réflexion sur les marques qu'ont laissé les cours d'eau et qu'ont laissé l'érosion avec le temps. Et donc, peut-être pour terminer, je dirais que pour moi, ce qui manque, c'est pas tant une sorte de traitement monumental des grands axes de Montréal, parce que je ne pense pas que Montréal est une ville monumentale. Je pense que c'est une reconnaissance de la richesse, en fait, donc de la signification profonde que peuvent avoir certaines de ces marques géographiques-là. J'en ai proposé deux parce que c'est évidemment, je viens de l'Est de Montréal. Pour moi, ce sont ces deux axes-là qui sont les plus parlants, les plus marquants. Il y en a certainement d'autres. Le West Island, je connais moins. Je sais que c'est un endroit plus plat. Mais il y a certainement de ces marqueurs géographiques qui vaudraient la peine d'être mis en valeur et donc qu'on les traite d'une façon plus explicite, en fait, dans l'urbanisme et dans le marquage. Voilà. De rien. Merci, Joël. Et puis en plus, parler d'Aristide, comme ça, notre célèbre ABC de l'architecture. Alors, on a... Eh oui, c'était une petite blague comme ça, en passant. Pince sans rire. Mais une chose on parle d'axe, c'est un peu la thématique. Là, on vient de poser la question de la géographie sensorielle, aussi la question des frontières. Hein? Alors, c'est l'anniversaire aujourd'hui de l'inauguration du Guggenheim à New York, qui est un espace, comme on connaît, en spirale. Il y a un axe très fort, mais personne ne touche cet axe. Or, il existe bien. Peut-être que cette notion entre les frontières, les parcours,
Et les éléments qui sont peut-être, la puissance de Guggenheim, c'est un peu le vide qui est dans le milieu, mais aussi le déplacement autour qui nous anime. Alors, il y a peut-être quelque chose à aller faire de ce côté-là. Enfin, c'est un pur hasard. C'est beaucoup plus intéressant comme hasard que la journée du nacho, je dirais. Carl. Oui, présent. Présent? Oui. Au pupitre. À la chaire. C'est pas le pupitre. Bonjour. Je vais commencer par faire un peu de millage sur ce que Joël vient de dire par rapport à la richesse et la diversité. Et puis, je pense que ma courte présentation va sûrement tourner beaucoup alentour de ça. Et je vais tout d'abord commencer par changer la slide. Voilà. À première vue, ça n'a rien à voir avec l'urbanisme et l'aménagement. Mais vous serez peut-être en mesure de faire un lien par la suite, ou sinon, on le fera ensemble. Donc, je vais commencer par faire un petit détour dans le domaine qui m'est assez étranger, qui est celui de la psychiatrie, et introduire un peu le concept des troubles dissociatifs de l'identité, les TDI. TDI qui n'a rien à voir avec les moteurs diesel controversés ces temps-ci. Donc, un trouble dissociatif de l'identité, selon le DSM-4, qui est un peu la Bible des psychologues et des psychiatres, c'est un trouble qui se définit comme étant une multiplication des identités, des personnalités, et où il y a une alternance de ces personnalités-là sur le contrôle du comportement, des sentiments, des pensées des individus. Et si on aurait tendance à l'associer à quelque chose d'assez négatif pour un être humain, c'est, selon moi, quelque chose de plutôt positif quand vient le temps de parler des territoires et des axes montréalais. Donc, nos axes montréalais sont aux prises avec, dans ce cas-ci, j'appellerais peut-être pas ça un trouble, mais une condition dissociative de l'identité. Et nous, en fait, ce que j'essaie d'avancer, c'est que maintenant qu'on est conscient que ces axes-là ont plusieurs identités, il faut les célébrer. Et je vais essayer de parler d'un cas à travers mon énoncé qu'on a réalisé avec le service des Grands Parcs de la Ville de Montréal, qui était un peu traiter des différents éléments d'intérêt sur le chemin de la Côte-des-Neiges à Montréal. Et d'ailleurs, M. Chartier, qui est présent, nous a accompagnés dans le processus. Donc, il va savoir exactement de quoi je parle. Donc, une fois qu'on se dit qu'on a plusieurs identités et que maintenant, il faut en tenir compte, il y a la notion de vision d'ensemble aussi qui était présente dans l'énoncé d'aujourd'hui, qui, pour moi, m'apparaît fondamentale dans tout ça. Et comment comprendre et révéler les identités. Et c'est un peu ce que j'expliquais, on est tenté de faire dans le cadre d'un mandat. Pour ce faire, évidemment, étant donné que les identités sont multiples, ça prend une équipe qui a des savoirs qui sont un peu multidisciplinaires, et vous aurez compris que c'est un peu là où je m'en vais. Dans le cadre du cas qui nous implique, on a rassemblé en fait 5 personnes dont la mission était justement d'arriver avec une compréhension des identités de l'axe du chemin de la Côte-des-Neiges. On avait un urbaniste avec un background en sociologie, un aménagiste avec un background en anthropologie, une historienne chevronnée, on avait également une architecte paysagiste et un géographe. Et donc, ces 5 personnes-là, on avait comme mandat d'essayer de, justement, faire ressortir ce qui distinguait l'axe du chemin de la Côte-des-Neiges. Et à travers nos réflexions, on a également rencontré diverses personnes qui aussi avaient un savoir assez pointu dans différents domaines et qui allaient nous mener justement à l'élaboration d'un portrait le plus détaillé possible de ce chemin-là. Quand je dis qu'il fallait tenir compte des différentes identités de l'axe, le chemin de la Côte-des-Neiges, c'est assez singulier. C'est un axe nord-sud qui traverse des milieux complètement différents et hétérogènes les uns des autres. Il y a des notions également d'hydrographie le long du chemin. Donc, il y avait un ruisseau, le ruisseau de la Côte-des-Neiges. Donc, il fallait essayer de comprendre c'était quoi le lien entre le ruisseau et l'axe et comment ça avait influencé son développement. Même chose avec la topographie. Donc, ça traverse le Mont-Royal. C'est pas anodin, ça pose des problèmes, surtout quand c'est un axe routier, ça pose des problèmes de circulation, des travaux d'ingénierie et d'excavation majeurs avec les moyens de l'époque qui n'étaient pas ceux qu'on a aujourd'hui. Donc ça aussi, ça a eu un impact sur le tracé même de l'axe.
La question aussi de la géologie était importante à considérer. Une carrière qui s'est installée ou qui avait lieu, une exploitation d'une carrière en périphérie de l'axe. La question de l'évolution paysagère également. Donc, on nous demandait de regarder comment les perceptions du chemin avaient évolué à travers le temps. Les différents courants urbanistiques également, il fallait en tenir compte. Une époque où la circulation était vraiment le leitmotiv de tout le monde, de tous les aménagistes, donc qui voulaient vraiment axer sur la fluidité des transports. Donc ça aussi, ça a eu un impact sur l'aménagement de l'axe. Les formes architecturales, il y a des complexes vraiment intéressants d'un point de vue d'architecture moderne également. Donc, c'était quand même un gros casse-tête qu'on avait. Donc, l'idée, c'était de faire ressortir ces éléments-là et surtout de créer des liens. Et c'est ce qu'on a tenté de faire, dans le fond, avec notre équipe et les gens qui nous accompagnaient. Et la richesse de ce genre de travail-là, c'est que ça permet de comprendre ou de mieux comprendre les axes montréalais. Un axe, ce n'est pas... c'est difficile de le simplifier à une seule et même identité. Sainte-Catherine, la commerciale, Sherbrooke, l'institutionnel ou Saint-Laurent, multiethnique, c'est des trucs qu'on retrouve souvent, mais ce sont des réalités qui sont beaucoup plus complexes. Et j'aimerais revenir un peu, je ne sais pas, elle n'apparaît pas à l'écran, mais c'est vraiment sur l'énoncé qui nous était présenté dès le départ, qui était comment peut-on amener les intervenants et les décideurs à se concerter autour d'une vision d'ensemble. Eh bien, nous, ce qu'on propose, dans le fond, c'est vraiment essayer de travailler justement, puis je pense que ce n'est pas un discours qui est nouveau et que vous avez sûrement déjà entendu, mais c'est la mise en application de ce discours-là qui vise à essayer de faire interagir différents savoirs, différentes professions, différentes personnes qui s'intéressent à l'aménagement et à la ville et aussi, justement, aller voir dans des milieux qui sont non traditionnellement associés à l'aménagement, à l'urbanisme, à l'architecture. Donc, faire intervenir justement du monde qui sont plus en anthropologie, du monde qui sont plus en histoire, mais que ces personnes-là sont certainement en mesure de porter un regard qui enrichit nécessairement notre compréhension de ces milieux-là. Et pour terminer, en fait, je voulais aussi revenir sur le titre de Dinou, qui disait, qui mettait un peu en opposition la vue d'ensemble versus l'urbanisme pixelisé. Et on nous a demandé également, dans le cadre de notre intervention, d'essayer de susciter un peu de polémique et de la discussion, donc pour les échanges. À première vue, j'ai comme l'impression que ces deux concepts-là étaient vus pour être opposés. Donc la vue d'ensemble, donc la compréhension de la complexité versus la pixelisation de l'urbanisme. D'ailleurs, on pourrait avoir une discussion seulement sur qu'est-ce que l'urbanisme est pixelisé, mais la façon dont moi j'ai décidé de l'interpréter, c'était pas du tout en opposition. Les deux concepts n'étaient pas du tout en opposition. Ce que je m'apprête à dire, dans le fond, c'est que la compréhension de cette diversité, ce grain fin qu'on est capable d'aller reconnaître ou chercher à travers nos regards multiples sur un enjeu, un territoire, un axe, fait en sorte qu'on est capable d'arriver avec des interventions qui sont beaucoup plus sensibles en environnement. Donc, du grain fin, on arrive à intervenir de façon très ponctuelle, donc peut-être au niveau du pixel, mais ce qui est intéressant de savoir, c'est vraiment la vue d'ensemble. Une fois qu'on sort du pixel, c'est être capable d'avoir le big picture, comme on dit, et pas nécessairement penser qu'un axe est uniforme et homogène. C'est vraiment le comprendre dans sa complexité et d'intervenir en conséquence avec des interventions qui ne sont pas du mur à mur, mais qui sont adaptées aux différents milieux, aux différentes réalités. Une intervention sur l'axe de la Côte-des-Neiges dans le coin de la rue Sherbrooke n'aura rien à voir avec celle qu'on pourrait imaginer en bordure du cimetière ou même dans le village de Côte-des-Neiges. Donc voilà, urbanisme pixelisé, moi je dis oui, a priori. Merci. Merci, Carl. On a eu l'emploi du terme axe dans le sens axe fluide. Intéressant, axe fluide. Donc, c'est vraiment, on est dans la métaphysique là, avec ça. Oui, c'est ça. On se rappellera que le premier des échanges urbains a porté notamment sur le fleuve. Jean Descaries qui était là. Moi, je note aussi cette idée du grain fin qui permet l'intervention par rapport au big picture qui permet de la compréhension. Peut-être il y a quelque chose. Est-ce que c'est polémique comme propos? Je ne sais pas, mais on verra. Il faut peut-être aller au bar pour ensuite remonter le niveau d'agressivité.
Mais l'objectif n'est pas ici de se battre, mais de débattre. Alors, peut-être, Talia, you can bring a third dimension. We had les frontières sensorielles. Nous avons eu une notion de géographie et d'identité. Et maintenant, on va avoir le troisième œil. Thanks, Dinu, and thanks to the McCord and Heritage Montreal for the invitation. I think I most likely was invited because of some work that we have been developing around Sherbrooke Street in the context of our Civic Assets project, which I will talk about. But if you'll indulge me, I thought I'd step back a little bit just to give you some idea of the context of why we're interested in Sherbrooke and how we're interested in Sherbrooke and why we think it's totally imperative that we all be interested in Sherbrooke and the Grands Axes of Montreal. So, when we think about streets and we think about the Grands Axes, we really, consistently understand them as part of our urban infrastructure. We understand urban fabric. What we don't think about, I think, as much is their relevance and importance within the civic fabric of our cities and as civic infrastructure in our cities. We know streets to have the capacity to carry civic life. If we can use, for instance, the example of the Main is maybe the best example in the city where, it conjures images of the evolution of the city, the legacy of people, the life of the city, and continues to do so to this day in some capacity. We also see it in terms of more explicit urban planning ideas like the pedestrianization of streets, which certainly has exists elsewhere and is being re-imported in many ways. So all of these things are ways in which we understand streets to have the capacity to carry civic life. What they're less, I think, understood as is as a system and as a network of civic infrastructure. And I emphasize the word infrastructure here because I think we need to start understanding civic infrastructure in the way that we understand water infrastructure or electrical infrastructure. And what I mean by that is that we're talking about essential infrastructures that carry cities, that actually allow cities to function through time. And right now, I would argue that our civic infrastructure is being consistently eroded. And so we need to sort of recognize its importance and start to break it down in terms of what it is. And this, of course, is not easy. It means sort of, I think, two things, right? What do we mean by civic? And the other thing is, how do we understand civic life to be allied to our built environment? And how is that relationship determined? So to tackle the first in about 1.5 minutes, civic, what is civic? There's a great French term, civisme, which very awkwardly translates in English, I think, to civicness. So the civicness of our cities, the civicness of our streets, what do we mean? We mean civic. It's, of course, an incredibly complex term. It's incredibly complex to break down. And while we have certain things, indices for cities like happiness indices or walkability indices, or I think as Dino has put forth on a few occasions, strollability should be a new index for cities. We don't really have a means by which to actually measure civic life, civic health, and to create an index that might be able to do so is incredibly complicated, but it's something we're trying to do. And the way that we're doing it is actually to sort of use the city itself, and more specifically to use Sherbrooke Street, and to try and, to a certain extent, reverse engineer an understanding of how it's functioned within the civic life of the city, and what are the constituent elements that have supported that participation within the creation and the perpetuation of the civic fabric of Montreal. So why Sherbrooke? Well, I think as my colleagues have well set up, and Joelle maybe particularly, there's a sort of primordial relevance of Sherbrooke to the city in terms of framing its geographic layout, which in turn is sort of one of its most determining characteristics. In other words, sort of being very much the ledge between the mountain and the escarpment.
It also, on a more sort of socioeconomic level, crosses the city east to west. We all know what that means in the context of Montreal. It crosses 5 boroughs and crosses probably every possible socioeconomic category within the city in significant ways. It also has sort of an interesting civic legacy, of course. I'd say there's sort of been monumental occasions. Historically, it was the sort of processional, to the Olympic site, for instance. I don't know how familiar you are, but the story of the Corridor, which was this sort of incredible, kind of Potemkin corridor of art that got dismantled sort of 2 nights before the Olympics actually opened by. For controversial reasons. Anyways, but it was Sherbrooke Street. It was Sherbrooke Street that was determined to be sort of the processional axis to sort of one of the most international events the city ever had. When I sort of present this with slides, one of the slides I love too is sort of during the student protests with sort of this massive red wave sort of aerial view showing the ways in which it participates even to this day as a very obvious and I think explicit civic axis in the city. So for all these reasons, we've come to really be interested in Sherbrooke Street to understand how it works. But one of, I would say, the most important reasons we chose Sherbrooke Street is because of its form and composition. And this brings me to sort of the second question, which was how is civic life allied to or structured by our physical and built environments? And for this, I think we need to understand streets not simply as negative space, right? Streets are not just thoroughfares, but actually are constituted by the built form that shapes them. And this built form is not neutral. It's actually a fairly sophisticated system of what we call civic assets. And sorry, I should have done this a little while ago, but though one flew over the cuckoo's nest might be apropos for my talk thus far. Now I will change to the Noli map. So this is the Noli map, and for those of you who aren't familiar, this was a map probably still to this day one of the most comprehensive maps done of Rome in 1748. And the reason that I showed it here is as much as Rome and Montreal are very similar in their constitution, what's fascinating about it is that you see, I've actually inverted it in terms of black and white, but to illustrate the point that the way that it was drawn was to show not just simply the buildings and the streets as separate entities, but in fact, what you see in black are the floor plans of all the public spaces that lie along the streets of Rome. So very clearly, Noli was recognizing that streets are not simply axes and buildings are not simply forms, but that these are deeply integrated spaces of civic and public life. And that's the way that we need to start understanding our cities and start to understand civic infrastructure and the way that streets participate within them. So it's not only just about sort of circulation and access, but actually about the assets that lie along them. And if we can start to rethink about how to reactivate the inherent relationships that exist between these entities, then we can actually reinforce the civic infrastructure of our cities in important ways. So what do I mean by that? I think that there is an incredible intelligence that exists in our cities. There's not an accidental relationship between where churches and libraries and schools and post offices lie within the city. These are actually very smart and very nebulous relationships, but very important ones. And so when we start to sort of decommission or we start to sort of lose the integrity of this fabric, then we actually start to erode one of the most essential parts of our cities. So if we can actually leverage the intelligence and if we can actually recognize these relationships, then I believe that our streets and the assets that are strung along them can start to become essential pieces again of our civic life as we move forward and today. Thank you. Merci, Talia, et aussi pour cette image. It may be in negative, but it's a very positive contribution to our discussion in a way that we can have access without having a straight line. It's also important because there is a tendency to read things in the easy formal way, but les parcours ne sont pas nécessairement des lignes droites, même si on a une grille à Montréal.
Et ce genre de plan nous a inspiré il y a quelques années à faire une architecture sur les lobbies du centre-ville, puisqu'on est souvent traité de lobbyiste. Vous avez vu le François Cardinal vendredi dernier. Eh bien, on s'est dit, on va faire une exploration des lobbies au centre-ville, et c'est en fait une façon de dire l'espace de la rue pénètre le bâtiment, et le bâtiment n'est pas, c'est pas blanc ou noir, en fait, c'est beaucoup plus riche que ça. Merci donc à nos trois intervenants pour ces trois points de vue sur l'axe, les frontières, la fluidité, les pixels ou non, bon, mauvais, tout ça. Nous, on a une mission ce soir qui est une mission d'intérêt public. Donc, on va essayer de s'y tenir. Et on s'est pris pour hypothèse que peut-être la pixelisation est un peu mal présentée comme ça et peut être perçue de manière négative, mais ce qu'on constate, c'est qu'il y a un manque de vision d'ensemble. On veut pas et on veut discuter avoir vos points de vue là-dessus. Est-ce qu'il y a le besoin d'une vision d'ensemble alors qu'on approche à Montréal de la révision du plan d'urbanisme? Le plan d'urbanisme a été adopté en 92. Avant ça, c'était les Sulpiciens, surtout, qui avaient fait ça, bien sûr, au régime français. Et c'est les Sulpiciens qui ont payé la statue de Nelson en passant dans le Vieux-Port, dans le Vieux-Montréal, mais c'est un autre sujet. Mais oui. Et c'est parce qu'ils n'aimaient pas Napoléon qui avait guillotiné une partie de leurs amis. Pour des raisons strictement françaises, de politique interne. 1992, le plan d'urbanisme, Jean Doré. 2017, on se dirige vers un nouveau plan d'urbanisme. Donc, il y a comme une espèce de devoir de vue d'ensemble. Alors, on va essayer de voir comment est-ce qu'on situe tout ça. En 92, on était dans une ville qui sortait du régime Drapeau, donc il y avait une tendance à mettre les quartiers de l'avant, mais on n'était pas en train de démanteler Montréal. Au contraire, il y avait une volonté il y avait une montréalité derrière tout ça. Et j'aimerais vous entendre sur l'intérêt, le besoin et peut-être les limites aussi à établir une vision d'ensemble. On ne veut pas une vision qui soit top-down. Comment est-ce qu'on le fait dans une société qui aujourd'hui, qui met de l'avant les quartiers, les arrondissements sont des pouvoirs politiques, c'est eux qui détiennent l'urbanisme réglementaire. Alors, comment est-ce que vous voyez ça? It's a bit technical question, but somehow, if we somehow agree on Carl's statement that pixel is for intervention and vision d'ensemble is for guidance and the spirit of, I mean, Seurat was doing little dots on his map, but somehow he had a picture in mind. What do you feel? Joël voudrait intervenir. C'est mon habitude de briser la glace, mais en fait, il y a quelque chose de... C'est quelqu'un qui suit les ruisseaux, c'est toujours important de briser la glace, n'est-ce pas? mais en même temps, pas trop tomber dans le ruisseau. Ouais. La glace est mince. La glace est mince, oui. Oui, il y a une chose qui m'a frappé dans l'intervention de Thalia, en fait. Puis encore une fois, ça reflète probablement mes origines de l'Est de Montréal, mais je pense à ce qui, pour moi, sont des lieux civiques qui sont en train de disparaître, ce sont les églises. Parce que pour mes grands-parents, l'église Saint-Marc, c'était certainement un lieu civique. Puis c'est drôle parce que tu as mentionné l'école, l'église, mais il y a la caisse populaire aussi qui est toujours à côté. Là. Et la caisse populaire aussi, bizarrement, est un lieu civique. Et je me posais la question, comment faire pour qu'on perde pas complètement... Parce qu'il y a plusieurs... comment faire pour qu'on ne perde pas complètement ces points-là, parce que c'est souvent des carrefours, puis souvent, naturellement, l'espace urbain est fait de sorte que il y aurait là un endroit, un lieu de congrégation naturelle. Et puis juste une petite anecdote rapide, quand on fait marcher la région, il faut souvent dormir en ville, camper, parce qu'on ne retourne pas chez nous, puis on arrête de marcher, puis là, il faut dormir quelque part. Et on a trouvé que c'est très difficile de convaincre la Ville de Montréal de nous laisser dormir. En fait, pour toutes sortes de raisons, ils nous demandent 5 millions de dollars d'avenant d'assurance qui n'a aucun sens parce qu'on veut se mettre des tentes dans un parc. Mais les gens qui sont toujours prêts à nous recevoir, c'est les églises. Et on a loué des églises un peu partout. Et c'est drôle parce que c'est très étrange de dormir sur un lit, un sac de couchage dans une église. Mais en même temps, c'est étrange, mais c'est un peu naturel aussi. Et à partir du moment où je me suis dit, c'est un bon filon, ça, les églises, parce qu'il y en a partout, puis ils ont toujours besoin d'argent, on peut leur louer pour pas cher. Et j'ai comme repensé à nos parcours de façon complètement différente en me disant, c'est quoi l'église où on pourrait coucher et qu'est-ce qu'on pourrait faire qui est en lien avec l'église? Qu'est-ce qu'on pourrait faire qui
qui nous apprend sur l'histoire du quartier et tout ça. Puis j'ai trouvé que ça avait vraiment transformé ma façon de réfléchir à où sont les espaces publics où on pourrait éventuellement dormir. Donc, je ne sais pas comment tu les intègres ou pas dans ta réflexion. C'est sûr. En réponse à ça, puis aussi peut-être la question d'Inu. Oui, il ne faut pas oublier la question. Non, c'est ça. Oui, certains vont me le reprocher. Maybe should I answer in French or English with please. Les deux, si jamais il faut le faire en And français. it's either one or the other. There are plenty of language on planet Earth, but we try to focus on English or French. Okay. Yes. Fair enough. If I slip into Russian, please forgive me. Churches, absolutely. I think churches are certainly one of the more evident ones because of the fact that their presence is shifting, their relationship to their congregations is shifting, the scale of their presence in cities is shifting, the sheer amount of capital they demand to keep running is big. So certainly churches, but certainly equally the Caisse Populaire. And I think maybe, Dina, to your question, to me, it's not so much necessarily about a plan d'ensemble, because I would argue in a way there already is a plan d'ensemble. The city actually carries itself and suggests itself a plan d'ensemble. And what we need to do is actually start listening and better understanding the latent capacity and potential of that plan d'ensemble. So it's not so much about how do we redirect, it's how do we actually re-engage what already exists in a very fundamental way at a civic level. In other ways, there's things that need planning, but at a civic level, I would argue that it exists. And so for me, what it is, it's a question of sort of how do we implement systems by which we can start to recognize and repurpose these assets such that they allow this inherent logic of the city to be reanimated, reinforced, and reintegrated. And the very difficult question is, of course, in the case of civic assets, is that there's no central player, right? Which is why it needs to be a sort of emergent system. But that's what it was, right? It was never one single player. The Caisse Populaire wasn't in cahoots with the church. It was that actually made sense at an urban level to ally themselves and within certain walking distances. Similarly, today, if we talk about post offices, or we talk about schools, or we talk about churches, or we talk about Schwartz's Deli, we're talking about civic assets, but with very different players being involved in the situation. So what happens when we start to decommission a church or Schwartz's, and who gets to say what happens next? I say that there should be basically a system through which we can start to sort of repurpose these things according to certain principles. And if we can do so, then we might have a chance of maintaining their presence and preserving their presence as essential pieces of a civic infrastructure, as I've said. Okay, so somehow it's a vue d'ensemble, but not in the traditional way, which is based on a plan in which you have a long line or a long axis or something, because there is a real issue we'd like to come back to, but you suggest to introduce in the table of content, in the DNA of the vue d'ensemble for the future of the city, one chapter is the civic asset. So it's not just Rue Sherbrooke, it's the civic asset, because somehow they're all over, and they're equally pixelized, somehow. Yeah, and it's meta level planning, right? You're going above the actual physical planning to say we need to start planning on a structural level how we start to sort of reuse the elements of our built environment. Okay. Je voudrais revenir sur le code Côte-des-Neiges parce que ça m'a, moi, cette idée des axes de fluidité, là, c'est intéressant, mais ça nous rappelle que ceux qui ont, et c'est un peu dans le paragraphe de départ, là, dont j'en reviens là-dessus, qui a une vue d'ensemble présentement? Il n'y a pas de central, there's no central keeper of the civic asset. There's not even a central thinker. I mean, we don't want to say central is one, an eye within a triangle somewhere, but it's a... There's no central... Il n'y a pas un cerveau qui pense civic asset. Oui, voilà. Vous l'avez. C'est très civique, ça. Et bon, on a la chance de... Mais autrement, les gens qui pensent vision d'ensemble, on le voit avec les discussions maintenant sur le déneigement. Ben, c'est des services d'équipement. Finalement, les vues d'ensemble sont
principalement technique. Les axes de circulation, le déneigement, les égouts. Mais dans le cas de Côte-des-Neiges, tu as dit, bon, ben, tu sais, il y a une superposition, il y a des caractères, puis il ne faut pas oublier qu'en plus, Côte-des-Neiges, c'est comme Sherbrooke, il y a même 2 municipalités qui touchent à ça. Là. C'est l'univers montréalais, puis la République de Westmount. Sans Alors, aucun doute. mais dans les travaux que tu fais, toi, comment est-ce que tu verrais aller un petit peu au-delà de la vision d'ensemble technique? Toi qui as parlé d'équipe, donc les cerveaux, les gens qui sont capables de regarder ça ensemble. Là. Tout à fait. Ben, en fait, avoir su que vous étiez si brillant, on vous aurait inclus. Non, je savais déjà que vous étiez brillant, mais en fait, vous étiez certainement occupé à d'autres choses, puis les budgets étant ce qu'ils sont. Mais en fait, ces réflexions-là, à mon avis, devraient être au cœur de nos réflexions sur l'obtention d'une vue d'ensemble. Je pense que le point de vue géographique, dans un plan d'urbanisme, je pense qu'il n'y a pas, en tout cas ceux que j'ai vus dans ma vie, il n'y a pas une section qui est digne de mention qui parle de la géographie physique du lieu. Et pourtant, c'est fondamental pour bien le comprendre. Puis, même chose pour l'angle des civic assets. Je veux dire, c'est ça aussi, si on avait regardé ou si on avait fait notre travail sur Côte-des-Neiges avec cet angle-là, ce biais-là, je dirais, ça aurait donné quelque chose de totalement différent, mais de tout à fait pertinent également. Puis, en fait, je suis un peu d'accord avec Talia pour revenir même à ta première question d'origine, à savoir, est-ce qu'on a besoin d'une vue d'ensemble? Est-ce que quelqu'un là? Je pense qu'on a le savoir collectif pour être capable de la générer. Maintenant, c'est savoir la respecter, puis savoir, après ça, se donner des outils pour pas déroger tout le temps à cette vision-là dont on va s'être doté, puis de maintenir une ligne sans être rigide, parce que, bon, l'urbanisme se fait souvent reprocher d'être juste à propos des règlements, là. Puis, bon, on essaie de faire autrement, mais je pense qu'être capable d'avoir une vision complexe, parce qu'il ne faut pas se le cacher, ces enjeux-là sont d'une complexité qui, en tout cas, moi, m'échappe, mais je pense que collectivement, on est capable de les saisir. Et puis après ça, c'est se donner justement les moyens de nos ambitions de respecter cette vision-là. Est-ce que tu verrais un gardien de... Tiens, on a collectivement, on s'est ému et on a maintenant un big bureau de l'inspecteur général qui... Est-ce que, dans ce que tu dis, est-ce qu'il faudrait, je ne sais pas s'il faut créer un bureau de l'intelligence cohérente, le BIC, mais... je pense que là où on en est rendu, ce bureau-là, je pense que c'est beaucoup les citoyens aussi qui le portent. Là. C'est pas seulement les experts ou ceux qui sont reconnus comme experts. Je pense qu'ils ont leur rôle à jouer, c'est certain. Mais je pense que collectivement, on est rendu à un endroit où les citoyens ont aussi à se prononcer puis sont pertinents dans la démarche, parce que c'est eux autres aussi qui vivent la ville. Hein. Fait que leur point de vue est tout à fait pertinent. Et maintenant, à savoir s'il faut se doter d'un conseil de sages pour tenir le fort de tout ça, je ne sais pas, je dirais jusque-là, mais... ouais. Non, ça pourrait être juste une horloge là, qui garde la... Je ne sais pas. Joël? Bien, en fait, je reviens en fait à mon propos initial, qui est celui de l'exploration de la ville par les sens. Donc, deux choses. Présentement, il y a des maires d'arrondissement qui ont commencé à faire de l'apaisement de circulation, on le sait tous, on en parle beaucoup dans les journaux, arrondissement par arrondissement. S'il y a un endroit, puis c'est un lien, je pense, direct avec la façon dont on vit la ville, sensoriellement, quand on se place à bicyclette ou même à pied, c'est que s'il y a un endroit où il y a besoin d'une vision d'ensemble, c'est ces liens-là, en fait. La paix, oui, c'est vrai. Ben, parce que, de toute façon, quand on repousse les véhicules sur les grandes artères, ben, en fait, on déplace le problème. Elles ne disparaissent pas, les autos. En fait, la circulation, elle se redistribue. Mais là, pour moi, le lien que je fais, c'est que dans la façon dont on imagine ou dont on planifie, j'aime mieux imagine, le loisir, il y a peut-être une piste intéressante. Je pense, vous connaissez peut-être certains d'entre vous, le Bogota, qui a été pionnière, en fait, dans le vélo à partir du début des années 80, où à tous les dimanches à Bogota, il y a 220 km de routes qui sont fermées de 7 h le matin à 3 h l'après-midi. Moi, quand j'y ai habité pendant un an, c'est comme ça que je me suis développé une vue d'ensemble. Parce qu'en parcourant, qui est une ville très rébarbative, le résistant, parce que le transport en commun, il est quand même développé, mais c'est pollué, c'est très bruyant, c'est pas très agréable d'y marcher. Mais donc, de faciliter, en fait, que la vue d'ensemble se crée, non pas qu'on la suggère aux gens, mais qu'on laisse les gens se la vivre.
Et en fait, ça me semble une piste intéressante, donc de créer, en fait, de donner les moyens aux gens qui habitent Montréal de s'en faire une vie d'ensemble. Par exemple, en leur permettant, une fois de temps en temps, ça peut être une fois par mois, c'est pas besoin d'être tous les dimanches, mais de parcourir à pied, à vélo, ou comme bon leur semble, des grands artères qui peuvent justement, puis ça peut changer à chaque fois, mais qui peuvent, par exemple, ça peut être, on peut suivre la crête, puis donc les parcours peuvent être faits en fonction de différents thèmes. Parce que justement, pour qu'on puisse donc voir quelque chose de différent à chaque fois. En tout cas, pour moi, je sais qu'il y a déjà le tour de l'île, il y a toutes sortes de choses comme ça déjà, mais pour moi, c'est pas réellement un moment où on se fait une vue d'ensemble. On voit juste plutôt les casques des gens à côté de nous là, quand on fait le tour de l'île. Ouais. Donc, quelque chose qui est plus libre, où vraiment on peut s'approprier la ville. Donc, plutôt que de dire voici comment on la voit, on laisse aux gens la chance d'eux-mêmes de se faire cette idée, en fait. Curieusement, ce que tu décris, ça me fait presque penser au verglas, qui a créé une commotion, qui a brassé un peu les choses. Pour beaucoup de gens, ils voient ça comme une tragédie, puis ça a été effectivement difficile pour beaucoup, mais ça a été une occasion de regarder la ville sans s'y déplacer. Les gens prenaient conscience de toutes sortes de dimensions, en famille, personnellement. On a découvert plein de choses à travers un événement comme ça, qui est un peu différent, et on ne peut pas le planifier trop, quoique si on continue avec les changements climatiques, on en aura plus souvent. It's one thing also, and I come back to you, Talia, how would you see, somehow we are, of course, les citoyens, nous, et beaucoup de gens, il y a un débat public, c'est pour ça qu'on est là ce soir aussi, pour participer à cela, mais ultimement, on a une classe qui prend des décisions, qui est élue pour ça, et qui est de plus en plus soucieuse d'être élue juste pour ça, puis qu'on arrête de les achaler entre les élections. Mais comment est-ce qu'on amène cette notion de civic asset? On voit, là, on apprend que le studio d'Ernest Cormier est à vendre. On apprend que les hôpitaux, il y a quelque chose qui s'en vient ici sur la montagne. L'Hôtel Dieu, il y a quelque chose qui se travaille. Le Children, il y a d'autres discussions. Mais c'est toujours un cas à la fois. Et est-ce que la notion... Et là, je sais qu'on est en train peut-être de s'éloigner un peu de la notion d'un axe linéaire. On parle d'un axe thématique, hein, et c'est en lien avec les valeurs et tout ça. How would you suggest, if you have an elevator talk to the mayor or the Ministre Moreau, for instance, who's the Minister of Municipal Affairs, who's working on the Statut de Métropole, would you... let's say you have more than, an elevator. Let's say you're going from the ground floor of PVM to the 22nd floor, where there was the Heritage Montreal's 40th birthday. What would you use those? What a night that was. Elevator talk. Yeah. No, it's difficult. I mean, I think the language of infrastructure has become, obviously, how many times have I said infrastructure tonight? But, in a way... We understand there's you have a bet with somebody. It's the Ice Bucket Infrastructure Challenge. Yes. Yeah, exactly. No, but in a way, it's something that I've latched onto because I think it starts to recognize the imperative, right? In the way... So, the analogy that I give sometimes is that, we would never think about decommissioning, a central water main in the city because we needed to sell the steel to gain some money to put back towards, sort of city's development. Because we understand that water mains are totally essential to the functioning of our cities. And to decommission one is actually to erode the network in a fundamental way that really causes havoc and creates major problems for the city. So I think until we start to understand, and we need to start understanding civic assets in that light, so that when we sell the Ernest Cormier studio, when we sell off the post office, what we're doing is actually eroding a fundamental infrastructure of the city that actually, is making the city less effective and functional in the same way that if the economy fails or the water systems fail or there's an environmental disaster, the city needs to be resilient in important ways in order to combat these things. So if we can start to sort of systematize a means by which to preserve and also modernize, and to me, we haven't gotten too much into this, but to me, the whole methodology that I'm proposing is that these are one and the same.
right? That to preserve civic assets is to modernize them is to preserve them, if we can understand their fundamental connection to the civic fabric and to the urban fabric of our cities. So in other words, to give you a concrete example, right, the post offices. This, in a way, this whole set of thought was started by me coming back to Montreal, moving back after living abroad for 15 years, walking the streets and seeing a for sale sign on the post office. And, I sort of, it struck me, and I said, I get it, it's obvious, right? The postal system is suffering and modern times are changing. But what I found shocking was that this was just being sold without any public discourse surrounding it, without anybody really sort of being shocked by this. And the reason it's shocking is that if you think about what a post office is, right, it's not just sort of, that little thing on the corner. It's generally high architectural value buildings existing in a total hierarchical network with each other within not only a city, but across the entire country. That's not a trivial asset. That's an asset that's been built over time, is totally strategically connected and dependent upon its integrity. So why are we not being smarter about reusing that asset in a way that actually deploys all of those different levels of importance, significance, and connection to our cities, rather than just selling them one-off, or, maybe in a pixelated fashion in such a way that they just become whatever happened, the free market happens to determine at that very moment. So what could it be? Well, let's think about contemporary issues, right? Right now, there's a lot of discussion about food deserts or food distribution, right? Local production. There's all sorts of needs and desires and interests for food distribution. Well, what do you know? You actually have a network of assets that are connected by a highly efficient distribution network, ubiquitously across cities, across food deserts, into sort of major ports with sorting centers in a hierarchical way. Well, that seems to me like a pretty natural and strategic mapping that could start to develop that, on the one hand, sort of reinforces and preserves the inherent capacity of those civic assets, but through the lens of their contemporary potential. So that's a lot. Yeah, we are already at the 155th floor now. Yeah. Sorry, in my mind, PBM is that much taller, I've forgotten. But you're almost scooping us on the fourth of this exchange. This time is on agriculture in the city. Yeah. So please do not cross that line. The seeds, yeah. So, but, just very quickly, though, I'm very much for sort of grassroots and community and the citizens. I think there's huge amounts of capacity that exist there. But equally, I think sometimes we tend to we're at a bit of a moment where I think the pendulum has swung deeply into those camps. I think, in fact, to understand the macro level view, the sort of municipal or the governmental roles that need to be played, and sort of those people that are in power positions and the responsibility that they have, and also the professional capacity that they have to determine sort of more effective ways that these things can happen, I think is equally important. So just put in a word. Okay, the door just opened. Peut-être qu'on peut. Comment ça fonctionne avec un micro ici? Hein? Il y a un micro. On parle de la vision macro, mais pour parler, ça prend un micro. Alors, on a Daniel Chartier, l'homme aux rayures, et ensuite le 6e président d'Héritage Montréal. Bonjour. Par rapport au chemin de la Côte-des-Neiges, le travail que Carl a fait et son équipe est remarquable parce qu'on voit, entre autres, l'évolution de la rue et l'évolution de son encadrement urbain. Et c'est souvent ce qui est manqué quand on parle de requalifier les rues. Les gens regardent, puis bon, OK, fonctionnellement, maintenant, il faut avoir une rue de telle largeur, puis donc on ne fonctionne qu'avec le volet voirie, alors que la compréhension de l'évolution, le fait que ça élargit, et le cadre construit se modifie, le fait d'avoir la compréhension historique devrait éclairer l'action. Bon, là, il y a tout un projet qui se fait sur Côte-des-Neiges. À quel point la réflexion qui a été portée sur l'ensemble a influencé l'action sur le grain fin n'est pas toujours évidente, mais il y a des gestes intéressants qui se posent. Mais comment faire pour que ce type de processus-là se fasse de façon plus... dans le cas du Mont-Royal, c'est parce que le gouvernement du Québec
par le biais de la ministre de la Culture. Il y a une volonté d'aller vraiment loin dans la compréhension, mais il y a d'autres rues aussi qui ont une importance. Puis comment faire pour que la compréhension historique, architecturale et autres ait un dialogue avec l'action voirie, là. C'est une question. Mais c'est comment faire. Voilà, c'est dans le comment, c'est ça, oui. On était un peu ça nous rappelait un certain texte, une question-réponse, oui ou non, mais avec un préambule très long en 1980. Là, on ne s'est pas rendu à la question. Comment faire? Alors, Carl, écoute, tu sais, standard setting, là. Tu parles, comment est-ce qu'on devrait prendre le fait que vous avez développé une méthode, peut-être, appelons-le comme ça, et je ne sais pas si c'est la meilleure, mais en tous les cas, je ne sais pas s'il y a une discussion sur la méthode. Tu sais, il y a quelques années, les gens ont découvert le plan de Nolly. Ça a permis de faire évoluer des choses. Mais comment des approches interdisciplinaires, appelons-le comme on veut, peuvent devenir un peu la façon dont les corps publics commandent des études sur des territoires complexes? Ou des axes. Je ne peux que militer ou prêcher en ma faveur, là, dans le sens que, en effet, la question du design du processus, je dirais, là, est comme fondamentale dans tout ça. De quels outils on va se doter pour comprendre notre territoire, pour moi, c'est la base, puis c'est ce qu'on essaie de promouvoir. C'est pas évident, parce que je pense que traditionnellement, on a eu tendance à regarder le territoire avec des silos, puis je pense que on l'entend depuis combien de temps, puis cette volonté de faire des liens, mais dans les faits, j'ai pas l'impression que ça se matérialise. Puis ensuite de ça, puis le meilleur exemple, c'est ça, c'est que nous, on a été mandatés pour faire cette étude. Mais après ça, on n'a aucun lien avec l'équipe de mise en œuvre, de réalisation. C'est fini. Ils partent avec notre document, puis ils l'interprètent comme ils veulent, puis ils en font ce qu'ils peuvent. Puis après ça, c'est une autre... c'est complètement désarticulé, les deux. Puis je pense que ce lien-là... puis là, on rentre dans des mécanismes de mandats qui sont octroyés, puis ça devient vraiment complexe, là, j'ai l'impression. Mais si on parle de façon utopique, je pense que les personnes qui sont amenées à poser un geste d'intervention doivent rester en contact, peut-être de façon plus serrée, avec ceux qui ont travaillé, mettons, sur la compréhension du territoire. Fait, ce lien-là se perd souvent, puis comment le réarticuler, c'est pas évident dans la mécanique dans laquelle on est en ce moment. Ça, c'est ça. Bon, on sait comment repérer dans un réseau d'aqueducs comme celui de Montréal des fuites ou bien des blocages, parce qu'on a une lecture du réseau, mais effectivement, on n'a pas une lecture où circule l'intelligence et la compréhension dans le système. C'est peut-être que... Joël, veux-tu dire quelque chose? Ouais. Joël, vous avez fait une méthode qui est celle d'études de mandat, tout ça. Joël, c'est pas propre à nous, il y a plein de monde qui Non, je sais, mais enfin, au moins une expérience concrète. Là. Donc, on n'est pas juste en train de compter, de faire de la statistique. Oui, et Joël, c'est le podo maestro qui lie le territoire avec les pieds. Mais en fait, mon intervention va être plutôt celle d'un consultant en gestion. C'est peut-être un peu plate. Là, mais il se révèle le chasseur du sac. Je me souviens que quand j'ai travaillé au quartier international de Montréal, je me suis souvent passé la réflexion qu'il y avait une sorte de schizophrénie, la façon dont la ville de Montréal traite ces axes, où il y avait une équipe d'ingénieurs, ce qui s'appelait le site à l'époque, ça change tout le temps, ça change de nom tous les 2 ans, mais le service d'infrastructure, transport, environnement, des ingénieurs qui s'occupaient des grandes artères. Et donc, il y avait une vision, donc ils sont centrales, et donc eux, ils laissent les petites rues aux gens des arrondissements, eux s'occupent des artères. Il y avait donc une vision d'ensemble d'ingénierie, mais il n'y avait pas l'équivalent en urbanisme, en aménagement. Et dans le fond, il y a peut-être une chose aussi simple que d'avoir une équipe multidisciplinaire à la ville qui est responsable d'un artère, d'un axe, où tu peux avoir aussi finalement des conseillers en aménagement d'une autre unité administrative, mais qui travaillent ensemble sur ce même axe. Parce que je pense, donc, d'un point de vue de voirie, infrastructure, on a cette vision-là, mais on l'a pas du point de vue... du point de vue aménagement. Et souvent, ce qui se passe, puis là, on l'a vu sur le boulevard Saint-Laurent, c'est qu'on a fait un projet d'infrastructure, et après ça, on saupoudre de l'aménagement sur le dessus. Mais c'est pas réellement ça que tu veux dire. Tu sais, ce qu'on a fait sur Saint-Laurent, mais des petites plaques avec les années,
de création des édifices, c'est intéressant, mais c'est cosmétique. C'est amusant, mais c'est pas du tout, je pense, de ce dont tu parles. Non, puis je serais bien curieux de voir, en fait, s'il y a eu une réflexion sur la nature même ou les identités, ou c'est quoi l'axe Saint-Laurent, tu sais? Oui, ben, c'est ça. Il y a des plaques. Mais je veux dire, ce que je veux dire, c'est Non, que mais c'est finalement que cosmétique, alors que ce que tu proposes, ça va beaucoup plus loin, en fait. mais Puis c'est continu dans le temps. Ça peut pas être juste ponctuel. On y a pensé une fois et c'est fini. Mhm. C'est une réflexion qui doit être en continu. C'est pour ça que je veux dire, la ville, elle a des gens, elle les a tous, ces gens-là, les historiens, les géographes, Ah oui. ils sont tous là. En fait. Historien, peut-être moins maintenant. Peut-être moins. Ah, mais il nous raconte des histoires, ça, Ouais. il y en a d'autres qui s'en chargent. Gérard Baudet. Je voudrais d'abord mentionner que, par rapport à ça, il y a 2 principes de banalisation des axes à Montréal. Le premier principe, c'est la toponymie. Il s'agit d'aller à Londres pour réaliser à quel point la toponymie peut être porteuse d'histoire, où une voie relativement continue peut changer de nom à peu près à 12 reprises en traversant l'agglomération. Il s'agit de voir un Français à qui on dit tu vas sur la rue Sherbrooke, qui s'imagine que ça va être un petit bout de rue d'à peu près 250 mètres, puis à un moment donné, qui fait 40 km. Il en perd son latin et tout le reste aussi. Donc, c'est un principe de banalisation. À part du parc Bleury-Saint-Pierre, René Lévesque d'Orchester, il y a quelques exceptions, mais autrement, on banalise complètement le décor par une toponymie qui n'en finit plus. L'autre élément, c'est les infrastructures. Effectivement, quand on est sous terre, on perd toutes les vues de ce qui se passe en haut et on a une vision très, très unitaire. Et ça nous empêche de voir des choses fondamentales. Tu parlais entre autres de la topographie. Si on reprend les termes de la typomorphologie, des typomorphologues, on a des tracés mers à Montréal qui sont fondamentaux. Le boulevard Gouin, la rue Notre-Dame, la Côte-des-Neiges, la Côte-Sainte-Catherine. Ce sont des axes émergents. Ce sont des axes qui ont été portés qui existaient même dans le temps des Amérindiens pour la plupart. Et on a tous les axes qui ont été plaqués. Et on ne fait pas la distinction. Déjà faire cette distinction-là, c'est déjà de se donner des outils. La rue des Carrières, la rue Sherbrooke sont des beaux exemples aussi, pour aller plus loin. Mais ça, on ne le fait pas. Et par rapport à ça, par rapport aux axes plaqués, on a beaucoup de difficultés à faire des lectures intégrées. Vous avez parlé des églises, vous avez parlé des caisses populaires, vous avez parlé des bureaux de poste. Mais vous n'avez pas parlé du fait que la rue Adam, c'est un chapelet de groupes comme ceux-là. La rue Beaubien est un chapelet. Le boulevard Saint-Joseph est le chapelet le plus exceptionnel. Au centre-ville, il y a un petit bout de rue Sainte-Catherine qui est porté aussi par ces églises-là. Et si on savait décoder ces éléments-là, là aussi, on donnerait de la personnalité à certains axes. Ça nous permettrait d'avoir, par exemple, une perspective urbanistique sur les églises au lieu d'avoir une perspective strictement architecturale quand on veut les sauver. C'est-à-dire comprendre quel rôle ça peut jouer, et pas juste en termes de fonctionnalité, mais dans l'imaginaire, dans la rythmique. Par exemple, sur Beaubien, autour des églises, non seulement il y a une caisse populaire, non seulement il y a un presbytère, non seulement il y a des écoles, mais il y a des walk-up. Ouais. Parce qu'à une certaine époque, il y a des personnes âgées qui décidaient de casser ménage et qui s'installaient en face de l'église. Et c'est absolument extraordinaire comme topographie locale, et il y en a plusieurs qui se succèdent. Et je pense qu'on n'a pas atteint cette capacité. On dit qu'on fait beaucoup de typomorphologie, mais on n'en fait pas. On ne sait pas en faire de la typomorphologie. Et je pense que c'est un bel outil pour décoder justement ces personnalités-là qu'on peut ensuite reprendre en charge en termes d'aménagement. Et la question était? C'est une réponse. Tu posais la question, est-ce qu'on a les outils? Oui, on les a. Mais on ne sait pas faire. Toponymie, intéressant, parce que de fait, on peut nommer des choses qui sont... On peut nommer la 40, la 20, puis on voit comment il y a des batailles pour donner des noms, aller déposer les noms de qui que ce soit à côté des numéros des autoroutes, mais la richesse toponymique, c'est un peu l'identité aussi des lieux. Il y avait l'autre chose que je notais, c'est, je mentionne le souterrain. Est-ce qu'on n'a pas vu apparaître l'identité propre de la ligne bleue? Il y a eu une association qui est maintenant en faillite, malheureusement, parce qu'elle n'était pas subventionnée, soutenue, mais c'était une reconnaissance que même un axe invisible, à Héritage, on appelle ça les axes de marmotte, parce que les marmottes, elles sont dans le sol, mais il y a une identité dans tout ça. Et la ligne orange, il y a un disque qui s'appelle la ligne... C'est quand même un symptôme de quelque chose. Monsieur. Hi. I haven't understood a lot of the presentations because I don't speak French very well. So I've missed 2/3 of the discussion. But my question really is, do you want the centre of Montreal to become
in 50 or 100 years' time the old town of Montreal. Because frankly, I think that cities grow organically. And I think change in the use of, or the required use of the city requires organic change. And this city is now the result of a whole bunch of economic activities that have taken place over a long period of time in relative freedom, to the extent that there was some city planning, I'm sure, along the way and the rest of it. But don't you believe that if you put restrictions on how things can continue to change in this area of Montreal, you're going to end up with another part of the city becoming far more important at some future stage in the game, because you have stopped this part of the city from growing the way that it should? Well, that may be a good question perhaps to land on. Somehow the discussion was not how to regulate, but more how to understand. And perhaps that's, we can ask our panelists to reflect on this. And because the question was, do we have a piecemeal approach or a big picture approach? And the big picture can include change, you know, also it's not irreconcilable, but maybe the point is for our panelists. You can also say something. Yeah, I actually was talking about regulations when they. Yeah, well, that's fine. That's okay. We understand. Eventually, it's in the sedimentation of thing. But planning, there's a big confusion here between planning or imagining, as Joël mentioned, and regulating. Yeah. And even the highest decision maker often makes the confusion between urbanism as the issuing of permits. So they speed up issuing the procedure, and they don't do the thinking. So we end up issuing permits for the wrong project that become liability, you know. Yeah, anyway. I think it's a good point. I think that, you know, the way maybe to think about it more is that, you know, it's not necessarily about sort of consolidating and sort of arresting development, right? But ordering it according to certain principles that reinforce some of the values inherent to the place. So, you know, do we think that sort of does democracy and the democratic systems in place actually inhibit the freedoms of citizens? Or do they actually structure them in a certain way that allows for organic evolution of our society, but according to certain principles that have been set into place through time, with the provisions that those things can be amended or changed equally? So to me, it's that kind of an idea, you know, is that we don't actually want to sort of frame things or, you know, sort of seal them in a bell jar and say, listen, you know, sort of this is what they are, they should perpetuate as such, nor do we want to, you know, sort of impose such heavy degrees of legislation that we actually inhibit any type of development from happening at all. I think what I'm proposing we do is that we need to sort of quell the ad hoc, sort of free market-driven development protocols in order to preserve some of the more essential dimensions of city life that actually will reinforce the economic growth and, you know, sort of free market prosperity through time, but through oblique means and methods, right? So until we actually sort of understand how to develop and reinforce civic life, we actually sort of can't address economic issues. And, you know, back to the elevator pitch, you know, I think sometimes, you know, that's the other way to put it, right? So, you know, sort of how do we actually kind of create such a need of society? You know, we're very concerned about the health of our economies. We need to be equally concerned about the health of our civic life, because those things are integrally connected. So to me, it's much more about sort of an implemented system that supports and guides development, but does not inhibit. Well, I'd argue that churches, for instance, beautiful buildings, but, you know, if they've outlived their usefulness, then the city's going to need to move on. Absolutely. Because if it doesn't, civic life will move someplace else.
Well, that's, but also it should be said, that's the point, right? Is that, it's not, so with the post office, it's not to say, we must save the postal system, these things must stay post offices. Life changes, right? We don't use the postal system the way we did. But what we should be using is the inherent strategic capacity of those assets in a way that, what we're not doing is strategizing a connection, right? We're not saying, well, listen, here's all the different ways in which this thing connects to our urban fabric and performs within our civic fabric. Right? How can we actually find a right kind of reprogramming that can deploy those elements and those characteristics and those capacities in a way that will perpetuate the civic fabric, right? So, a post office becomes, a Lululemon. To me, that's a total strategic divide between the inherent capacity of that asset and the contemporary function that has replaced its former one. The food example is one, to me, that, much more strategically allies a contemporary need with a physical asset that exists and its latent potential within the urban fabric. Peut-être, Joël, je pense qu'il y a un micro qui circule un petit peu, peut-être pour conclure, là, parce qu'on veut quand même pas rater le 5 à 7, qui est déjà un peu... I just wanted to add that, so that I think the premise of your question is that, if I understand correctly, right, that we should let things go organically. I just don't necessarily believe that those conditions are met currently, because when large real estate promoters come in and to the city and say, I'm going to invest $35 million, that's not it's not exactly a free market. And so even what you said we shouldn't let the free market, but it's not really a free market. It's not the case that any kind of entrepreneur can say, oh, I think this building has a really useful kind of new vocation that we can kind of instill. I think the fact is that we need to be thoughtful about how we use those assets, because it's not the case that there's a kind of a free market of sort of small ideas out there. There's a few big players who can grab them to extract as much value out of them as possible. So in that sense, I don't think the city is growing organically. I don't think that's what we're seeing. If that were the case... Has it ever? Well... It's always been the way. Sure, but it's a question of how many. So there's an ecosystem, and I think this particular ecosystem is as far as it's ever been from what I would call organic. But anyway, so that's it's a. Yeah, well, but it's also that some of these properties are treated like artifact, whereas they're more part of a living landscape. And these are things that perhaps can, the reference concept might be more interesting to develop than the usual say, do we change or not change? And all these conservationists are just mummifying people, and the other one are just these greedy speculators who don't build city. They actually speculate on city. But actually, perhaps there are bridging concepts that we might be ready to explore further. Et avant de devenir moi-même un panéliste, ce qui n'est pas ma job, je vais peut-être passer la parole, puis on va essayer de conclure pour se diriger vers where this can continue. Monsieur. Emmanuel Paquette, membre assidu de Héritage Montréal. La question qui vient d'être posée, à laquelle on a tenté de répondre, c'est toucher en réalité à la façon d'amener, comme depuis le début de la discussion, une vision cohérente et structurée au problème d'aménagement d'ensemble. Finalement. Moi, je vais préciser la question en revenant en arrière un petit peu. On a évoqué les églises, les caisses populaires, des éléments qui autrefois structuraient l'activité civique. Aujourd'hui, on en dispose en grand nombre. Les communautés religieuses ne trouvent plus la clientèle. Et les caisses populaires, en ce moment, au moment où on se parle, sont dans ce programme de liquidation de grand nombre de leurs propriétés qui jouaient un rôle similaire. Et j'ai touché, dans un cas et l'autre, j'ai touché à ces deux cas-là dans plus d'une occasion pour réaliser que ces propriétaires-là, aussi actifs qu'ils étaient dans la communauté et avec le rôle qu'ils ont eu historiquement, quand arrivent à la fin de l'usage de leurs actifs, ne se préoccupent pas beaucoup de ce que leur absence va produire comme effet dans la communauté. Et puis, j'ai trouvé ça un petit peu triste là, de constater ça. Mais en même temps, ça m'a fait réaliser qu'il y a deux enjeux. Il y a l'intérêt public et l'intérêt privé. Et les deux sont complètement dissociés quand on arrive à ces événements-là. Alors, ma question plus précise, pour les trois finalement, pour voir si on a une idée, comment est-ce qu'on peut
par quel moyen ou est-ce qu'il y a la possibilité de lier les intérêts publics et privés dans ces instances-là? Parce que c'est eux qui ont toujours le dernier mot sur ce qui arrive à la propriété. Alors, 1, 2, 3. OK. En fait, votre question me fait penser, j'ai récemment eu une discussion avec un de mes amis qui s'appelle Marc. Marc, que tu devrais rencontrer, c'est dit en passant, et qui a travaillé beaucoup, qui a fait en fait son mémoire de maîtrise sur la dette sociale de ces institutions-là publiques, où, en fait, les églises n'étant pas tout à fait publiques, là, mais... comment, en tant que société, on est capable de reconnaître cette dette-là. Donc, le rôle qu'ils jouaient, qu'est-ce que ça représentait comme plus-value dans l'espace, dans le tissu, dans la vie des gens. Puis comment on est capable de s'assurer que cette dette-là ne soit pas complètement évacuée lorsque, justement, les congrégations se départissent de leur bâtiment. Puis ça, moi, en fait, lui, il serait très certainement en mesure de l'expliquer ou de le vulgariser pas mal mieux que moi en ce moment. Mais le concept de dette sociale, pour moi, était vraiment intéressant, surtout quand elle est liée à ces bâtiments-là. Puis maintenant, la façon dont on est capable de la calculer, puis comment ça se matérialise, tout ça, j'ai pas tout à fait les clés pour vraiment arriver à une solution précise, mais je pense que ça doit faire nécessairement partie de nos réflexions comme société, puisque ce sont en effet, puis je pense que Thalia travaille tout à fait dans ce sens-là, ce sont des éléments qui sont fondamentaux pour comprendre justement la ville, puis justement quand on pense à l'avenir, comment est-ce que la ville va continuer à se déployer, le rôle que ces institutions-là jouaient doit être maintenu d'une certaine façon. Est-ce que ça se matérialise dans le bâtiment encore comme tel ou d'une autre façon, reste à voir, mais il ne faudrait pas évacuer le tout si facilement. Je peux répondre en anglais, vous savez, les deux, ça va. I think, to me, the key is I think that we need to identify sort of the drivers of private interest and learn how to leverage those towards public interest, right? So, understand that those things operate in continuum. Private interest is not divorced from public interest. In fact, it depends on public interest and can be driven equally. So, an example, and maybe also to the question previously about sort of legislation and over-legislation is, let's say sort of green buildings, right, which is, can get perverted also, but, there has been societally a shift to recognize the importance of environmental sustainability, right, that we just understand now that that is a new imperative that must be embedded within multiple levels of societal systems, including built form. Now, developers, maybe did or didn't give a hoot about the environmental impact of their projects, but as soon as it becomes sort of part of the market-driven necessity, then suddenly they're producing buildings that are much more higher performing on an environmental level. I think similarly, and that goes to sort of the social, right? I think this sort of social dimension is the next frontier in terms of, we talk about the triple bottom line and such, the social frontier is becoming an increasing imperative. So how does private development actually start to meet and address social needs, right? And furthermore, I think, where it gets interesting for me in terms of sort of the civic assets discussion is that, what we're really doing is, building it out to a point too, where we're interested in developing an investment fund, right, that actually starts to leverage, as Joelle pointed out, we can start to imagine sort of the city as a series of capital reservoirs, right? Each building represents a pool of capital that can mean something, or it can mean more. It can mean just purely financial return, or it can mean more. But if we can start to leverage the capital value and the real estate value of these assets towards new imperatives and new ideas about city building and city making, then we can actually start to merge the interests of both sort of private investment and public interest. Et le mot de la famille. Oui, ben en fait, parce que je pensais aux gens qui sont les membres de la coopérative des jardins dont je suis, dont certainement la moitié des gens ici sont. On a réussi comme mouvement à faire fermer les caisses, à changer les heures d'ouverture récemment. C'est une coopérative. Il y a Yves Michaud qui s'est impliqué beaucoup dans le passé. Il n'y a pas de raison, selon moi, qu'on ne puisse pas changer la façon dont le mouvement voit ces caisses. Il est peut-être trop tard dans certains cas, parce que
au final, c'est quand même, ça reste une coopérative qui a été créée, en fait, qui est constituée de la sorte. Donc, il y a une partie de ça qui nous appartient, comme membre de la coopérative du jardin, d'aller et de faire de l'activisme. Et peut-être que ça s'organise, mais je vois pas pourquoi, finalement, on pourrait pas créer le même genre de pression qu'on a créé pour d'autres enjeux. Puis pour ce qui est des églises, je me passais à la réflexion que le cardinal Turcotte était une personnalité civique il n'y a pas si longtemps. En tout cas, il y a 20 ans, je me souviens que c'est quelqu'un qu'on entendait souvent, qui était invité. Je me dis, c'est vrai que là, je ne saurais même pas... En fait, je ne sais même pas qui est l'archevêque. Monseigneur Lépine. Bon, donc, Monseigneur Lépine, mais ça montre à quel point on vient à une époque où, finalement, l'Église n'est plus vraiment une institution civique. En tout cas, sa voix ne porte pas très loin. Et je me dis, est-ce que le maire de Montréal ne devrait pas aller rencontrer l'archevêque puis dire, regardez, est-ce qu'on peut travailler ensemble? Il y a ce geste-là aussi de dire... C'est un rouge, hein? Oui, d'un leader civique à un autre, de dire, on vous voit comme une institution importante avec qui on devrait travailler pour penser sur ces enjeux-là. Donc, il y a aussi cette dimension-là, je pense qu'il ne faut pas ignorer, c'est qu'il y a peut-être de nos leaders civiques, il y a une responsabilité d'aller vers ces représentants de l'Église. Bon, ben écoutez, c'est formidable. Merci. On va peut-être revenir à l'idée des axes, mais surtout un axe qui va nous passer dans une certaine procession des remerciements aux panélistes que je vous invite à applaudir par la présence. Au foyer, juste à côté ici. Et peut-être également une invitation à mettre à votre agenda le 27 janvier, où la thématique sera celle de l'affichage publicitaire, donc les billboards. Finalement, qu'est-ce qu'on fait dans la vie avec ça? C'est comment on a découvert que le ciel pouvait être du domaine privé. C'est intéressant, ça. Also on the notion of access, I think it might be good to pick up on some of the ideas that whether it's access or planning in general, maybe it would be good that the first chapter of these big book be based on the cultural geography of the site, so that il y a un peu d'inspiration et pas juste de la gestion dans ces instruments. Alors, on vous remercie. Merci au McCord pour nous accueillir, notre partenaire, et un petit verre à côté. C'est un espace vert à sa façon. Merci.